Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons continuer sur le Maser. Nous en étions arrivés au résultat avec des équations où nous avions dit que nous allions les résoudre dans le cas simple où on a exactement la résonance, c'est-à-dire où la fréquence du champ électrique dans la cavité est exactement la même que la fréquence de transition de la molécule d'ammoniac. Alors, dans ce cas-là, les équations se simplifient très fortement et on obtient que la variation au cours du temps de gamma 1 est égale à moins I mu epsilon 0, donc le champ électrique, l'amplitude du champ électrique, pi divisé par pi fois gamma 2. Donc une équation fort simple. Pour avoir plus facile, parce que cette grandeur-là revient sans arrêt, on notera cette grandeur-là grand K. Donc mu epsilon 0 sur pi, on va noter grand K, donc on obtient moins I K gamma 2. Et si on regarde l'autre équation, celle pour gamma 2, est en fait exactement identique. La variation par rapport au temps de gamma 2, c'est moins IK fois gamma 1. Donc, on obtient deux équations identiques, faciles à résoudre. Si on remplace par exemple la valeur de gamma 1 dans la première équation, on obtient une équation pour gamma 2, et inversement. Et on obtient deux fois la même équation, une équation du type variation au carré par rapport au temps, c'est-à-dire la variation de la variation de gamma, 1 ou 2, est égale à moins K carré fois gamma. Sans plus. Et ça, c'est une équation bien connue des mathématiciens et des physiciens qui est appelée équation harmonique. C'est celle qu'on retrouve dans les oscillateurs et tous les phénomènes ondulatoires. Et ces solutions sont données simplement par des sinus et des cosinus. Parce que la dérivée d'un sinus donne cosinus, la dérivée d'un cosinus donne sinus, donc la double dérivée de cosinus redonne cosinus. Donc, on obtient facilement une solution avec des cosinus et des sinus. On peut écrire une solution générale sous la forme gamma 1 égale à une constante qui est à déterminer fois cosinus kt plus b fois sinus kt. Et gamma 2 est égal à moins I b cosinus kt moins IA sinus kt. On vérifie facilement que ces solutions sont bien solutions des équations de départ. Il suffit de repasser dedans et de le vérifier. Et la normalisation impose que la normalisation des états impose que gamma I au carré plus gamma 2 au carré égale à 1, ce qui donne une contrainte sur A et B. Par exemple, en t égale 0, supposons qu'on ait l'état 1, I plutôt, l'état stationnaire I. Et c'est effectivement ce que l'on a dans notre appareil, dans notre Maser, puisque nous avons filtré les états de la molécule d'ammoniac, de façon à ce que dans la cavité entrent uniquement les molécules dans l'état I. Dans ce cas-là, il faut que la probabilité de trouver la molécule dans l'état I soit égale à 1, c'est-à-dire gamma I au carré. Et la probabilité de la trouver dans l'état 2 doit être 0, c'est-à-dire gamma 2 au carré. En examinant les deux solutions, on voit que ça implique que A égale 1 et B égale 0. Et donc on obtient gamma 1 est égal à cos kt et
gamma 2 égale moins I sin kt. Ces deux fonctions oscillantes, et donc ce qu'on constate, c'est que l'état 1 se transforme progressivement en état 2, puis se retransforme en état 1, et ainsi de suite. Il y a donc une oscillation des états I vers II, 1 et 2, de manière oscillante. On peut tracer la probabilité au cours du temps. En fait, on va prendre T fois pi sur 2K. Ici, on a la valeur 1, 2, 3. Et on obtient ainsi une fonction oscillante. En fait, le carré du cosinus. Pour l'état 1, avec la probabilité maximum 1 ici. Et pour l'état 2, on obtient une fonction semblable, mais qui est image de l'autre. Donc, on a une probabilité qui oscille pour l'état 1 et qui oscille dans l'autre sens pour l'état 2. La somme des deux étant toujours égale à 1, bien entendu. Nous savons que les molécules sortent à une certaine vitesse de notre dispositif. Donc, on a un réservoir avec de l'ammoniac. Le gaz sort à une certaine vitesse. Il est trié par le premier dispositif pour avoir l'état 1, et les molécules arrivent avec une certaine vitesse. Et donc, mettent un certain temps t pour traverser la cavité. Et on va choisir la longueur de la cavité, on va fabriquer une cavité, telle que kt soit égal à pi demi. En fait, ça correspond à ceci, ici. Et donc, à la fin de cette période, quand la molécule atteint la fin de la cavité, quand elle sort de la cavité, on a une probabilité nulle d'avoir l'état 1, une probabilité 100% d'avoir l'état 2, et donc la molécule a changé complètement d'état, elle rentre dans la cavité dans l'état 1, et elle en sort dans l'état 2. Elle a donc, dans la cavité, subi une transition de 1 vers 2. On a atteint notre but. Cet état est le plus énergétique, et donc la molécule émet un certain rayonnement. En fait, elle interagit avec le champ électrique, et lorsqu'elle se transforme, elle change d'état, elle va absorber de l'énergie du champ électrique ou fournir de l'énergie au champ électrique. Il est facile, expérimentalement, de fournir ainsi suffisamment d'énergie pour la transition de 1 vers 2, à la fois pour compenser les pertes de la cavité et avoir un surplus que l'on extrait de la cavité, un rayonnement qui est à la fréquence oméga 0 et donc à 24 GHz. C'est un rayonnement micro-ondes et on l'appelle rayonnement Maser. Alors, ce rayonnement a des propriétés assez particulières, mais nous y reviendrons bientôt et nous parlerons de ces différentes propriétés dans le cadre d'un dispositif qui est quand même mieux connu, c'est le laser. Mais le laser a été fabriqué en premier et il est très simple. Donc c'est assez compréhensible, on n'est plus fabriqué. Il a été fabriqué dans le courant des années 50. Notons que si kt n'est pas égal à pi demi, par exemple, s'il est ici, alors il y aurait une petite proportion d'état 1 qui sortira de la cavité, donc la transition ne sera pas totale, et donc l'efficacité diminue. L'efficacité est un peu inférieure à 100%. Évidemment, si on a carrément une valeur qui tombe ici, l'efficacité devient nulle. Les particules, les atomes rentrent dans l'état 1 et ils ressortent dans l'état 1. Mais dans une large gamme, on a une efficacité qui n'est pas nécessairement maximum, mais qui reste correcte. Dans un dispositif réel, lorsque les physiciens se sont attaqués au problème et ont construit le dispositif,
ils ont été confrontés à deux difficultés. La première, c'est que la vitesse des particules, en fait, elle n'est pas uniforme. Chaque atome d'ammoniac, chaque molécule d'ammoniac a une vitesse différente. Dans un gaz, on l'a vu avec les propriétés des gaz, la vitesse des particules suit une distribution, typiquement une courbe en cloche, de distribution de Maxwell. Donc, le temps de traversée de chaque molécule va être différent. Et donc, on ne sera pas toujours autour de pi². On sera dans cette zone-là. Mais c'est pas grave. D'abord, on va optimiser le dispositif, la longueur de la cavité, de manière à ce que la probabilité de vitesse maximum, donc on a une courbe en cloche pour les vitesses, et on va choisir la longueur pour la vitesse ici. Donc la probabilité d'avoir une certaine vitesse, et on choisit ceci, et donc on est quand même autour de la grandeur idéale. L'efficacité n'est pas 100%, mais ça marche quand même. La deuxième difficulté est plus théorique. C'est du fait que, dans une cavité, j'ai dit que le champ électrique était constant dans l'espace et qui varie au cours du temps. Mais en réalité, avoir un champ électrique dans une cavité qui est parfaitement homogène n'est pas réalisable en pratique. Il y a toujours des variations à l'intérieur de la cavité. Le champ est un peu plus faible à un endroit, un peu plus fort dans l'autre. Et donc, une particule qui se déplace, la molécule qui se déplace dans ce champ électrique subit la variation sinusoïdale que nous avons choisie, mais également des variations dues au fait que, au fur et à mesure qu'elle se déplace, le champ électrique n'a pas la même intensité. Alors ça complique terriblement les calculs, mais le principe reste le même. Et on peut toujours régler la longueur de la cavité de façon à avoir une efficacité raisonnable, et le dispositif fonctionne très bien. Alors voilà pour le maser. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer le laser. Donc, là, l'acronyme, c'est Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Donc, amplification de rayonnement lumineux par émission stimulée. Donc, c'est le même principe, à ceci près que le rayonnement n'est pas dans le micro-ondes, il se situe typiquement dans le rayonnement visible. Mais on a aussi des rayonnements dans le rayonnement infrarouge et dans le rayonnement ultraviolet. Beaucoup plus compliqué à réaliser, des rayonnements dans le domaine des rayons X, mais ça existe. Alors, la technologie est très différente de celle du maser à ammoniac, mais les principes physiques, émission stimulée, interaction avec un champ externe, le principe reste le même. Donc, il serait inutile de revenir dans les détails théoriques. Nous verrons surtout la façon dont on construit un tel laser, ses grands principes, comment est-ce qu'on fait, puisqu'on ne parle pas d'une molécule d'ammoniac, de quoi part-on, comment obtient-on l'effet laser, et quelles sont les propriétés du rayonnement laser. Je vous remercie.